le thème manager, soyez fiers de vos recrutements. Je le fais en fait à la place de Blanche et Mengue qui a eu un empêchement de dernière minute qui est vraiment indépendant de sa volonté. Donc, vous serez avec moi aujourd'hui encore une fois. J'espère que je le ferai aussi bien qu'elle aurait fait, certes pas avec les mêmes mots et certainement pas avec le même angle d'attaque, mais bon, ce sera moi. Donc, bienvenue à cet atelier. Cet atelier, en fait, s'inscrit dans l'optique de faire des recrutements, en fait, un véritable outil au service de l'efficacité de l'entreprise et de la carrière des candidats. L'idée étant de ne plus recruter juste pour recruter, mais de recruter pour servir les intérêts de l'organisation, les besoins de l'organisation, ses projets, mais aussi s'assurer que ça correspond au projet professionnel de la personne qu'on est en train de recruter et par conséquent que ça va véritablement servir les deux parties. J'aime bien cette citation de Laurence Boussidi qui dit « Je suis convaincue que rien de ce que nous faisons n'est plus important que recruter et développer les personnes. À la fin de la journée, vous pariez sur les gens et non sur les stratégies. » Le recrutement, pour moi, en fait, c'est par là que tout commence. À partir du moment où j'ai fini d'avoir mon idée d'entreprise ou alors que j'ai réussi à avoir de l'argent pour lancer un projet ou qu'un bailleur de fonds m'a donné des financements pour pouvoir mettre en œuvre un projet, bah, la prochaine étape, en fait, consiste à recruter les personnes qui vont venir mettre ça en œuvre, qui vont faire en sorte que ça parte d'une idée à une réalité. Et donc, il est très important pour nous d'embaucher juste parce que la conséquence d'une mauvaise embauche sont énormes. À propos de cela, savez-vous combien coûte un mauvais recrutement? Une idée, si vous avez une idée, vous pouvez prendre la parole ou nous dire dans le chat. Avez-vous une idée en fait de combien coûte un mauvais recrutement à une entreprise? Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez prendre la parole et nous partager votre idée. Oui, Estime. OK. Moi, je ne partirai pas sur la valeur de, comment on appelle, des finances, mais je vais parler du personnel que tu paies, du temps que tu paies. Voilà. Bon, je parlerai du temps et du personnel que tu paies. Donc, ça coûte vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Selon moi. Voilà. En effet, ça coûte beaucoup. Merci. Oui, Loïs. Oui, Loïs. Allô? Oui, allô, tu peux prendre la parole. Désolée, je recevais un appel. Je disais qu'à la suite de recrutement aussi peut vous faire perdre de l'argent en fonction des services produits que vous mettez en vente. Si la personne n'est pas qualifiée, cela peut vous faire perdre énormément d'argent. D'évaluer ou bien d'évaluer le coût. Mais en termes de budget ou bien de rémunération, si vous avez fait un mauvais recrutement et que cela vous a poussé peut-être à revoir à la hausse votre budget en matière de recrutement dans le cadre de la prétention salariale du candidat, ça aussi, ça impacte inévitablement l'entreprise. Donc, vous perdez du temps, vous vendez mal ou bien vos produits ou services n'ont plus la même qualité. Et peut-être que le budget en matière de recrutement aussi, vous allez sentir quand même des pertes à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci. Oui,
Sophia. Oui, Michel. En plus de ce qu'elles ont ajouté, je peux parler aussi de la renommée de l'entreprise. Parce que lorsque tu as un mauvais recrutement, la capacité et les compétences diminuent, ce qui fait que l'entreprise n'a plus la même renommée et perd sa valeur. Oui, aussi. Donc, concrètement, le coût est énorme. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, un mauvais recrutement implique un nouveau investissement, oui. Mon cas, par exemple, faute à un mauvais recrutement, je quitte 2 postes, c'est-à-dire mes propres tâches, mais je forme un collègue, une responsabilité qui m'a été confiée par la personne. Absolument. Le coût d'un mauvais recrutement est énorme. Et il y a une étude qui a été faite et qui a révélé en fait que le coût d'un mauvais recrutement équivalait à 30% de cet employé au cours de la première année. Ces informations ont été révélées dans l'article de Cost of a Bad Hire et ils estiment en fait que ça peut être beaucoup plus supérieur à ça. Ça veut dire que si je recrute un salarié qui me coûte 100 000 francs par an, il me fait perdre en fait 33 000 francs. Donc, je lui paye 100 000 francs et en plus de ça, il me fait perdre 33 000 francs. Donc, s'il me coûte 10 millions par an, il me fait perdre environ 3 millions, 3 millions de francs CFA. Donc, au total, je perds 13 millions parce que je l'ai recruté. Donc, et ça, c'est cette étude qui le dit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est plus que ça au regard de tout ce que ça fait, au regard de tout ce qui est impliqué ou compris dans ce coût. À propos de ça, on a effectivement, comme certains d'entre vous l'ont relevé, le temps investi dans le processus de recrutement. Le temps investi dans le processus de recrutement est énorme, depuis l'expression du besoin jusqu'à la fin de la période d'essai, en passant par la définition du profil, la justification du poste, les formalisations de l'offre, le tri, tout ça là, les entretiens, les tests et autres, l'intégration, la formation du salarié, tout ça là est investi dans le temps que nous avons et c'est pour ça, je pense que certaines personnes pensent que c'est plus que 30%. On a le coût de la publication des offres pour ceux qui publient dans des organismes ou des magazines ou des sites en ligne où il faut payer. Il y a également ce qu'on appelle des organismes de recrutement privés dont il faut payer le coût du processus. Il y a ça c'est un coût financier. Il y a le temps et le coût de la formation du nouvel employé. Il y a le temps et l'énergie investis dans le management des faibles résultats, un peu comme tu es en train de faire maintenant, tu es en train d'assumer les responsabilités d'une personne et en la formant en même temps. On a le coût sur la cohésion d'équipe parce qu'un mauvais recrutement peut venir gâcher en fait toute une équipe qui fonctionnait très bien entre l'investissement émotionnel des autres membres de l'équipe, le stress que ça entraîne, la perte de motivation, rien que parce qu'on a recruté une personne qu'on n'aurait pas dû, ça peut entraîner tout ça. Et ce n'est pas fini. Parce qu'en plus de ça, on a les risques de démission. Parce que si on s'est trompé sur la personne ou si la personne s'est trompée sur nous, donc on s'est trompé mutuellement, la personne peut démissionner. On a le retard accusé dans la mise en œuvre des projets. Parce que la personne ne répond pas aux besoins, parce qu'il va falloir recommencer le processus de recrutement à zéro, on prend du retard. On a les risques de poursuites judiciaires pour rupture abusive du contrat, dans le cas où nous serons fatigués d'essayer de relever le niveau de la personne ou d'essayer de faire en sorte que la personne épouse
les valeurs organisationnelles, nous nous fatiguons et nous finissons par dire, licencier. Il faudrait encore que le licenciement se fasse dans les normes prévues par la législation. Et là, on se retrouve avec des risques de poursuites judiciaires. Donc, en tant que manager ou entrepreneur, il nous est essentiel pourtant de nous allier des personnes qui vont amener à l'agir notre vision, comme on l'a dit au début. La partie la plus essentielle de notre travail va donc consister à recruter la personne faite pour chaque rôle. Ayant tous conscience de l'importance de ce processus et au regard de l'investissement qu'il requiert ainsi que de ce que va nous coûter un mauvais recrutement, pourquoi est-ce que nous continuons à recruter des personnes qui ne correspondent pas réellement à ce que nous désirons ou qui ne sont pas bonnes pour notre équipe ou pour notre organisation? Combien de personnes ici ont déjà eu à recruter et ils se sont dit ensuite que non, je n'aurais pas dû recruter cette personne ou je me suis trompée sur la personne? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat si vous êtes déjà trompé lors d'un recrutement. Si vous avez déjà recruté une personne, ensuite vous vous êtes dit, oh mince, j'aurais dû recruter quelqu'un d'autre ou j'aurais dû reprendre le processus. Oui, Loïc. En fait, pas j'aurais dû, parce que, bon, là, peut-être qu'on est sur la partie un mauvais recrutement, peut-être qu'on va arriver aussi sur le rôle des recruteurs et des managers. Il y a un recrutement qu'on est en train de faire et souvent, en tant que recruteur, il y a des analyses qu'on ne fait pas. L'analyse du style de management du manager, l'analyse de l'environnement social de l'entreprise, l'analyse aussi de la personnalité du candidat. Ce sont trois éléments qu'on omet souvent. Et moi, pendant les étapes, il y a une candidate qui se démarquait vraiment, que le comité appréciait. Moi, j'étais un peu sceptique par rapport à sa personnalité et la personnalité du manager. Voilà, je trouvais que les deux personnalités n'allaient vraiment pas être compatibles. Et certainement, au bout de 2 ou 3 mois, la dame, elle allait démissionner. Donc, j'ai argumenté, mais les gens ont dit non, c'est bon, elle peut s'adapter et tout. Et finalement, on a recruté la dame. Elle n'a pas fait 2 mois, elle est partie. Donc, on a été obligé de reprendre le processus alors que le besoin était urgent. Et là, ce n'était pas vraiment parce que la dame n'était pas compétente. C'était vraiment une incompatibilité d'humeur, le style de management du manager et la personnalité de la dame, vraiment qui ne cadrait pas du tout. Voilà, donc c'est cette petite expérience-là, en tout cas à ce niveau. Merci beaucoup pour le partage. Oui, ça arrive. Oui, Mélanie. Mélanie, tu peux prendre la parole. Ok, merci. Mon micro n'était pas activé. Voilà, Gisèle, bonsoir MC, bonsoir à tous et à toutes. J'ai eu le même problème. Nous avons recruté un salarié. Lors de l'entretien, on avait vu que le salarié n'avait pas la compétence pour occuper le poste. C'était dans une zone d'urgence. On avait recommandé dans le procès verbal que la personne peut occuper un poste moins intense, avec moins de défis que le poste de la zone où on avait prévu. On a proposé de le placer dans une zone où il n'y avait pas assez de challenges, de défis, et envoyer une autre personne dans la zone où il y avait les défis. Les panels, le responsable a refusé. Il a dit non, on va prendre cette personne, on va le coacher, il va tenir. Donc, on a fini le processus de recrutement, on a envoyé le candidat dans la zone, c'était à l'extrême nord. Mais le gars a créé tellement de dégâts que le chef de projet là-bas a dit vraiment, depuis qu'il travaille, il n'a jamais eu un candidat aussi faible, incompétent que lui. Pourtant, nous, on avait remarqué, on avait vu qu'il n'avait pas la compétence, la capacité à tenir un poste aussi grand. Et nous, on a fait des propositions, on a refusé. Mais plus tard, tout le monde a regretté. Mais c'était déjà fait. Il fallait recommencer. Et entre-temps, il y a eu des dégâts. Parce que recommencer, c'est bien beau, mais il y a eu des dégâts qu'il a créés, qu'il fallait maintenant combler. Donc, on était obligé de prendre des gens pour venir l'appuyer, même jusque-là, ça n'avait pas tenu. Donc, c'est assez difficile. Donc, je voulais partager cette expérience-là. Merci beaucoup pour le partage. En effet, ça arrive souvent aussi.
que d'autres personnes, surtout le service RH impliqué dans le processus de recrutement, disent au panel, disent au manager, expriment au manager ses réserves, mais que celles-ci ne soient pas prises en compte. Ça arrive souvent et ça continuera à arriver parce que c'est le manager qui est responsable de son recrutement. Et à propos de cela, une étude menée par Harris Paul et publiée dans Career Builder Survey en 2017 a montré qu'en fait, 3 managers sur 4, donc 3/4 des managers ou des employeurs reconnaissent avoir déjà recruté la mauvaise personne pour le poste. Parmi eux, 35% disent qu'ils savaient dès le départ que le candidat n'avait pas les compétences requises, mais ils pensaient en fait qu'il pourrait apprendre rapidement. 32% ont choisi de donner sa chance à une personne qu'ils trouvaient sympathique. 30% avaient besoin urgemment de recruter une personne pour combler le poste. 29% avaient du mal à trouver des candidatures adéquates pour le poste. 29% se sont concentrés sur les compétences techniques et non sur l'attitude et la personnalité de la personne. 10% ne disposaient pas d'outils adéquats pour recruter. 10% n'ont pas effectué de prise de référence et 7% n'ont pas travaillé en étroite collaboration avec le service RH. Et bien évidemment, en fait, cette étude ne fait pas ressortir les recrutements d'amis, de membres de famille, les recrutements suite à des recommandations, les recrutements après s'être fait forcer la main pour rendre service à quelqu'un, pour lesquels, en général, en fait, la priorité n'a pas été donnée aux besoins du poste et aux besoins de l'organisation. Et des critères qui ont déjà, au moins une fois, dicté notre décision dans le choix d'un nouveau salarié au sein de l'organisation. Souvent, tout se passe bien et on se félicite, on dit bravo, mais d'autres fois, on n'a pas assez de chance et on se retrouve avec un collaborateur qui ne s'intègre pas à l'équipe, un qui a du mal à atteindre ses objectifs, un autre qui a du mal à faire la preuve de ses compétences, un qui démissionne maximum dans les 6 mois suivant son recrutement, ou encore un qui a une mauvaise influence sur l'équipe et qui va répandre le désagrément dans notre organisation. Et donc, afin de mettre les meilleures chances de notre côté et de nous assurer de recruter la personne qu'il faut, au poste qu'il faut et qui est bonne pour notre équipe et notre organisation, le préalable est de disposer d'une politique et d'une procédure de recrutement, ainsi que des outils qui vont nous permettre de limiter les biais humains qui sont normaux et qui font partie de notre caractère humain. On s'assurera que notre politique, en fait, énonce clairement les valeurs, les principes et les différents critères qui orientent la prise de décision au sein de l'organisation. Et on pourra également veiller à ce que notre procédure dispose de plusieurs étapes permettant le contrôle et la validation des différents critères du profil requis, en fait. Et que plusieurs personnes soient impliquées dans ce processus de validation, que les canaux de publication utilisés soient adaptés au secteur et au profil requis. Donc, chaque organisation doit disposer de ces guidelines qui vont être construites sur la base de ses valeurs, de ses principes et en fonction de son activité dans le respect des dispositions légales en la matière. Ils se doivent donc d'être personnalisés et non d'être copiés d'une organisation à une autre, mais vraiment d'être réadaptés au contexte de l'organisation en question. Au cas où notre entreprise n'a pas de département RH pour garantir le respect de la procédure ainsi que sa mise en œuvre, en fait, la personne chargée de recruter vos prochains collaborateurs, je vous recommande en fait de vous associer soit les services d'un organisme de recrutement pour vous accompagner dans ce processus. Et si vous ne pouvez pas vous permettre de services payants, chaque pays en général a un office d'emploi de recrutement
étatique, en fait, qui aide les chercheurs d'emploi et les employeurs à recruter ou dans les processus de recrutement. Et donc, vous pouvez le faire. Mais si vous choisissez de le faire vous-même, parce qu'en fait, cet atelier s'adresse aux managers, pas aux RH, il s'adresse aux managers. Donc, moi, en tant que manager d'équipe, quand je veux recruter, comment est-ce que je fais? Parce que bien souvent, les managers, soit ils s'accaparent le processus de recrutement alors qu'ils ne maîtrisent pas comment le faire, soit ils abandonnent le service RH avec et on leur donne quelqu'un qui ne correspond pas réellement à ce qu'ils recherchaient. Donc, cet atelier s'adresse réellement aux managers. Et donc, si vous choisissez en fait de vous charger vous-même de votre processus de recrutement, parce que soit vous êtes manager, soit vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas encore un service RH, donc c'est vous-même qui vous en occupez, vous pouvez publier vos offres sur plusieurs sites payants ou non payants auprès des écoles professionnelles, des autres organisations du même secteur d'activité que vous, des journaux locaux spécialisés ou non. Et pour le processus de sélection, assurez-vous le concours de deux personnes dont vous reconnaissez la rigueur, qui sont ouvertes et idéalement qui sont du secteur d'activité du poste que vous êtes en train de vouloir recruter pour composer votre panel. Si vous avez un ami qui est gestionnaire RH, tant mieux pour vous. Vous pouvez lui demander de vous donner un coup de main. Ça pourra vous aider. Une seconde, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un petit souci là. Je reviens. Désolée, c'est réglé. Et donc, une fois que vous avez rempli tous ces prérequis et que vous pouvez lancer votre processus de recrutement, en tant que manager du nouveau collaborateur ou entrepreneur, je vous propose de suivre ces 4 points d'attention clés qui feront la différence dans votre façon de conduire vos recrutements. Et je sais qu'il y a des RH dans le panel, donc vous pourrez également vous assurer que les managers que vous accompagnez dans le processus de recrutement fassent bien attention à ces 4 points. Il y a une question dans le chat. Rose. Pour nous n'ayant pas fait RH, quels sont les fondamentaux à savoir afin de réussir son ou ses recrutements pour enfin être fier de ces derniers? C'est exactement ce dont nous allons parler. Voilà. Et donc, voici les 4 préalables qu'il faudra garantir en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur pour composer ces équipes. Vous devez définir clairement le profil requis. Vous devez vérifier la compatibilité du candidat, créer des collaborateurs engagés par votre expérience de candidat, soigner l'intégration de votre nouvelle recrue. À titre de rappel, un processus de recrutement va de l'expression du besoin jusqu'à la fin de la période d'essai. Donc, ce n'est pas quand vous avez fini de recruter que vous avez choisi la personne qui va travailler avec vous. Vous croyez que le processus de recrutement est fini. Non. Un processus de recrutement finit quand vous avez fini votre période d'essai, que vous avez validé, confirmé le candidat au poste. C'est là qu'on dit qu'un processus de recrutement est fini et qu'il a réussi. Donc, premièrement, comment définir clairement le profil requis? Lorsque vous êtes en train de construire une nouvelle équipe, si vous êtes une start-up,
vous avez la possibilité de rêver et de monter en fait votre dream team dès le départ. L'attitude que n'ont pas souvent les managers qui héritent d'équipes déjà entièrement ou à moitié constituées et qui doivent recruter de nouvelles personnes pour venir la compléter. Mais que vous ayez cette latitude ou non, en tant que manager, la responsabilité de dessiner le profil de votre futur collaborateur chaque fois qu'il faudra ajouter un nouveau salarié à votre équipe vous revient entièrement. Vous avez donc l'opportunité ici de définir la personne qui saura le mieux répondre aux exigences de savoir nécessaires pour le poste. On va parler de diplôme, de formation, de connaissances réelles et démontrables. Tout ce que la personne a comme bagage intellectuel et qui sert le poste. Et donc, vous aurez besoin qu'il ait comme bagage intellectuel pour servir le poste. Vous le dessinez, vous le décrivez. Vous devez également vous assurer que c'est la personne qui saura le mieux faire la preuve de savoir-faire indispensable au regard des responsabilités du poste et des résultats attendus. Maintenant, à côté de ça, c'est la personne qui saura le mieux convaincre des savoir-être. On parle ici de qualité, de personnalité, de comportement, de valeurs. Ces savoir-être qui vont être essentiels pour porter aisément ses responsabilités, s'intégrer au sein de l'équipe, épouser et incarner les valeurs et règles organisationnelles. Donc, laissez-vous donc aller à rêver ce collaborateur idéal. Moi, je me dis, quand tu es en train de mettre à jour la fiche de poste, tu dois rêver. Tu dois te dire, OK, voilà l'équipe que j'ai en place maintenant. Quelle est la personne qui viendra le mieux combler le gap qui existe dans cette équipe au-delà des compétences techniques qu'il nous faut? Quelle est la personnalité qu'il nous faut? Et donc, vous allez vous poser des bonnes questions. Vous allez vous demander, est-ce que je suis en train de rechercher une personne qui aime trouver en fait des solutions les plus simples pour effectuer son travail et résoudre les situations les plus efficaces avec des solutions les plus simples auxquelles personne ne pense, ou alors une personne qui est un féru de méthodes complexes et qui va chercher les solutions difficiles et qui vous coûtent cher. C'est à vous de décider. Voulez-vous donc bénir oui, quelqu'un qui ne va jamais contredire ce que vous dites et qui accepte tout, ou une personne capable de vous dire la vérité, même au risque de ne pas se faire expliquer? Est-ce que vous recherchez un team player ou un solitaire? Voulez-vous un junior ou un expert? Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je disais? Recherchez-vous, je disais en fait que vous devez dessiner la personne que vous recherchez. Et donc, sur les questions que vous vous posez, est-ce que vous recherchez un junior ou un expert? Ça, c'est une question à se poser. Pour ce poste-là, est-ce que je veux une personne à qui je vais apprendre comment faire les choses ou une personne qui maîtrise ces choses-là mieux que moi? À qui je n'aurai pas besoin de dire comment faire. Je vais juste lui dire ce dont j'ai besoin. Je vais lui dire quoi faire et il le fera, il choisira la méthode. Est-ce que je cherche une personne qui sait jouer au football ou une personne à qui le maillot va bien? Quel est le rôle que je veux combler au sein de mon équipe? Il faut savoir que dans une équipe, pour qu'une équipe fonctionne bien, il y a différents rôles qui doivent exister dans cette équipe-là afin qu'elle fonctionne très bien. Est-ce que je veux un concepteur, une personne qui aime créer de nouvelles choses, qui a des idées pour concevoir des choses nouvelles, créer des procédures, créer des outils et autres?
Est-ce que je suis en train de chercher un expert, une personne qui est calée dans son domaine? Est-ce que je cherche un contrôleur, quelqu'un qui est, on les appelle, ils sont très pointilleux, très méticuleux, qui cherchent les erreurs et qui les trouvent, qui font en sorte que quand vos documents sortent, ils sont parfaits, rien à redire. Est-ce que c'est ce genre de personne que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez un propulseur, un organisateur, quelqu'un qui coordonne tout? Est-ce que vous cherchez un perfectionneur ou un promoteur? Quelqu'un qui anime l'équipe, qui fait en sorte que les gens se sentent bien, ou quelqu'un qui a un rôle de soutien, qui est là, présent pour les membres de l'équipe et qui leur apporte un soutien social, un support émotionnel. Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est le rôle que vous cherchez à combler au sein de votre équipe au-delà des compétences techniques? Posez-vous cette question-là. Voulez-vous un engagement à court ou à long terme? Parce qu'en fonction de cela, le profil que vous recherchez doit également être impacté. Devra-t-il maîtriser le sujet plus ou moins que vous? Privilégiez-vous le savoir ou le savoir-faire? Le savoir-faire ou encore le savoir-être? Devra-t-il connaître la zone d'intervention? Y a-t-il une langue qu'il devra connaître en plus de celle qui est déjà parlée au sein de l'organisation? Est-ce qu'un certain niveau rédactionnel est requis et le niveau de communication interpersonnelle, est-ce que c'est important pour ce poste-là? Quelles expériences aimeriez-vous que cette personne-là ait vécues, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, pour être sûr qu'elle s'intégrera bien dans l'équipe et tiendra bien le rôle que vous voulez lui donner? Quels sont les engagements que cette personne devra pouvoir apporter aux autres? Bref, vous avez plein de questions que vous pouvez vous poser pour dessiner à perfection la personne que vous recherchez. Laissez-vous aller à la définir, laissez-vous aller à définir le profil requis. Quand on vous dit quel est le profil requis ou que les RH vous demandent souvent quel est le profil requis, en fait, c'est la question qu'ils sont en train de vous poser et vous devez vous poser toutes ces questions-là pour définir la personne que vous voulez recruter. Et donc, pour pouvoir le faire, vous devez être vous-même aligné et être au clair, le plus précis possible sur les valeurs organisationnelles, les règles qui sont négociables ou non négociables au sein de l'équipe ou de l'organisation. Vous devez être au clair avec le niveau de responsabilité du titulaire du poste. Vous devez être clair sur les aspects clés comme le management des équipes, la gestion de la sécurité, la gestion ou la validation financière, la représentation en externe et tous les autres aspects qui vont concerner le poste. Vous devez être au clair sur la mission principale du poste ainsi que les principales activités qui en découlent. Le lieu d'exécution du travail lié au poste, les personnes avec lesquelles le salarié devra interagir le plus en interne comme en externe, le rôle de ce poste dans l'organigramme de l'équipe et de l'organisation, le rôle de ce poste dans la stratégie organisationnelle et l'objectif global de l'équipe au cours d'une période donnée, ça peut être année annuelle ou triannuelle. Vous devez être au clair sur le plan d'action de ce poste sur les 12 mois à venir ou sur la durée totale si c'est un recrutement court. Avant de faire votre offre, vous devez être au clair sur toutes ces choses-là. C'est ça qui vous permet de faire votre profil de poste, votre fiche de poste. Parce que toutes ces questions vous permettent de le construire et de pouvoir décrire au mieux la personne que vous voulez. Donc, faites-le. Et afin de vous assurer de recruter une personne capable de faire effectivement le travail pour lequel il sera recruté, il est nécessaire d'éviter autant que possible de construire des fiches de poste pour tout, où on met tout. Il est illusoire et quasi impossible en fait de trouver une personne qui est capable de faire avec le même niveau de compétence, le même niveau de performance, même dans un même corps de métier, tout.
Imaginons donc plusieurs corps de métier, comme on aime bien les construire, de fiches de poste, on dit qu'on est responsable support. Quand on dit que quelqu'un est responsable support, il fait à la fois finance, RH, administration et logistique. Honnêtement parlant, est-ce que vous pensez qu'une seule personne peut maîtriser parfaitement tous ces 4 domaines, avoir le même niveau d'intérêt pour les 4, le même niveau de passion pour les 4 et avoir le temps matériel pendant la durée de son contrat pour faire ces 4, pour tenir ces 4 rôles? À mon humble avis, non. Et d'après l'expérience que j'ai eue, non. Donc, lorsque pour des raisons financières ou parce que notre organisation n'est pas encore très grande, nous sommes obligés de faire ce type de poste. Nous devons nous assurer de décider quel est le profil que nous privilégions pour que la personne elle-même qui prend le poste sache que voici le profil que je privilégie. Est-ce finance, est-ce RH, est-ce logistique, est-ce administration? Voilà le profil que je privilégie et les autres sont juste parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre, je ne peux pas me permettre de recruter quelqu'un d'autre pour faire ça. Il faut être au clair avec pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Donc, cette étape est cruciale dans votre processus de recrutement parce qu'elle définit si oui ou non vous recruterez la personne qu'il vous faut. Plus vous saurez décrire cette personne, plus vous limiterez les risques de recrutement par défaut. Et donc, une fois cette étape validée, réussie, et que vous pouvez visualiser le collaborateur que vous avez décrit dans votre fiche de poste au sein de l'équipe, vous pouvez publier votre offre ou faire publier par le service RH. Ce qui vous amènera donc à notre second point. Comment vérifier la compatibilité du candidat? Howard Schultz disait, le recrutement est un art, pas une science. Et les CV ne vous diront pas si une personne pourra s'intégrer dans la culture de votre entreprise. Donc, quand vous recrutez les gens, certes, le CV est important parce qu'il se dit de façon succincte si la personne correspond plus ou moins à la personne que tu as décrite dans ta fiche de poste et dans l'offre. Donc, avant de t'asseoir, de prendre les CV, parce que j'ai déjà vu des entrepreneurs qui font ça, il est en train de vouloir recruter et puis il annonce qu'il est en train de recruter, il publie même, pas au SNE par exemple, il publie et une fois qu'il reçoit les CV, les gens sont tellement bien sur le CV, ça correspond à ce qu'ils recherchent, qu'il appelle les candidats et leur dit qu'ils sont retenus. Certains, ça marche et d'autres, ça marche beaucoup moins bien. Et ça, c'est regrettable. Donc, avant d'annoncer ou de faire annoncer la bonne nouvelle qui va changer la vie de votre collaborateur et bien évidemment celle de votre entreprise, vous devez vous assurer que la personne correspond au plus près possible à celle que vous avez imaginée en décrivant le profil requis. Pour répondre aux besoins du poste, et donc pour cela, vous devez tester les connaissances. Vous devez tester les compétences techniques ainsi que les qualités, la personnalité et l'intérêt de la personne pour l'organisation et son engagement. Donc, les CV, les tests techniques, les entretiens, tests de personnalité ou psychotechniques, ils sont à profusion gratuite en ligne. Et ne pas négliger la prise de référence. Donc, petite précision, si les compétences techniques et les connaissances peuvent s'apprendre, parce que ça s'apprend par tout le monde. Tu peux décider que je vais devenir expert en telle chose, tu te mets dessus, tu étudies, tu deviens expert en cette chose. Il faut garder en tête que les autres
compétences sont difficilement développables par les gens et qu'il est difficile pour vous, en tant que manager, de changer une personne. Comme on a vu hier, on ne cherche pas à changer une personne, on change la relation qu'on entretient avec cette personne pour fonctionner de la meilleure des façons. Donc, lorsque vous recrutez une personne et que vous vous concentrez uniquement sur les compétences techniques et négligez les autres, gardez en tête que les autres compétences sont tout aussi importantes et qu'elles demandent une transformation identitaire profonde qu'il est souvent difficile à un manager d'accompagner. Donc, en clair, ne recrutez pas la personne qui a les compétences techniques les plus belles, si les qualités humaines essentielles à ce poste lui font défaut. Parce que cette personne va venir gâcher votre équipe. Cette personne va venir, ne vous sera d'aucune utilité. Tu peux être super compétent et en tant qu'être humain, être vraiment super incompétent. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, ne vous attachez pas les services de l'expert si vous pensez déjà qu'il partirait dès qu'il aura une meilleure opportunité. N'oubliez pas non plus que vous avez besoin de collaborateurs capables de produire le niveau minimal de résultats que vous avez défini dans vos critères. Donc, ne recrutez pas une personne qui ne répond pas à vos besoins en termes de compétences techniques parce que le courant passe très bien entre vous. Parce que quand vous avez échangé avec elle, vous vous êtes rendu compte que ce sera une personne avec qui il sera bien de travailler. Oui, ce sera bien de travailler avec cette personne. Ça sera bon vivre au bureau avec cette personne. Mais est-ce qu'elle a les compétences qu'il vous faut pour atteindre vos résultats? Surtout si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps avec une personne qui n'a pas vraiment les compétences requises pour que vous puissiez, vous allez dire, je vais l'accompagner facilement. Souvent, en mode projet, on n'a pas ce temps. Donc, ne la recrutez pas juste parce que vous voyez bien son potentiel social pour l'équipe, alors que le potentiel économique ou technique fait défaut pour l'entreprise. Donc, si vous êtes certain d'avoir défini un profil réaliste qui est disponible sur le marché de l'emploi auquel vous vous adressez et que vous offrez une rémunération juste et attractive pour le niveau de responsabilité requis, s'il vous plaît, ne revoyez pas vos critères à la baisse juste parce que vous êtes pressé, parce que vous recevez de la pression extérieure ou parce que vous n'avez pas de temps. Le recrutement, c'est ce qui définit si oui ou non vous atteindrez vos objectifs stratégiques et opérationnels par la suite. Je le répète parce que c'est très important. Donc, si vous le bâclez, vous vous tirez une balle dans le pied et vous ne pourrez ensuite en fait que vous en prendre à vous-même. Et donc, je rappelle, il y a, je crois, Jeff Bezos qui dit souvent qu'il préfère faire passer des entretiens à 50 personnes et n'embaucher personne plutôt que d'embaucher la mauvaise personne. Et je pense que c'est une attitude très judicieuse parce que quand vous entamez un processus de recrutement, vous devez être prêt à vous assurer que votre décision n'est influencée par aucune des variables qu'on a décrites au début et qui pourrait entraîner l'échec de votre processus de recrutement. Donc, pour garantir un niveau d'objectivité élevé, vous pouvez procéder à des tests, comme on l'a dit. Vous pouvez procéder à des tests, à des entretiens. Vous pouvez faire passer des tests de personnalité également, des tests psychotechniques aux candidats pendant que vous êtes en train de faire votre processus de recrutement et ne négligez pas la prise de référence. Et à propos de prise de référence, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, trouvent que les références que les candidats ont fournies dans leur CV ne sont pas suffisantes et se donnent la liberté de contacter directement des personnes dans des entreprises où ces employés-là ont travaillé précédemment. Légalement, dans la plupart des pays, il n'est pas autorisé
de fouiller dans la vie des candidats, sauf pour interroger les personnes qu'ils vous ont donné autorisation d'interroger. Donc, normalement, si vous interrogez un RH d'une autre organisation, que cette personne n'a pas cité en référence, vous n'avez pas le droit d'utiliser le résultat de ce questionnement ou de cette conversation contre le candidat. Par ailleurs, sur les CV, les candidats mettent souvent leur profil LinkedIn et autres. Il n'y a que ces réseaux sociaux-là que nous avons le droit de consulter si nous voulons voir, connaître le candidat un peu plus dans sa vie sociale. Donc, n'allez pas fouiller dans les réseaux sociaux qui ne vous a pas fournis, parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données-là contre cette personne. Et quand vous faites vos entretiens, surtout si vous avez fait des tests techniques, les tests écrits ou tests techniques ou entretiens techniques vous permettent de définir, après analyse du CV qui vous dit que la personne a le background nécessaire, les tests techniques vous permettent de définir effectivement que la personne a les compétences nécessaires pour le poste que vous recherchez. Pendant les entretiens, les autres entretiens qui ne sont pas des entretiens de validation technique, ce sont des entretiens de validation humaine. Ce sont les compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills, que vous êtes en train de vouloir valider à ce moment-là. Il y a trop de gens qui font des entretiens après avoir fait et analysé les CV, fait les entretiens techniques, pour faire les tests techniques ou les entretiens techniques. Lorsqu'ils doivent faire l'entretien individuel avec la personne, ils passent encore le temps à lui poser des questions techniques. Dans ce type d'entretien, on ne pose plus de questions techniques. On pose des questions qui nous permettent de valider que le candidat correspond aux valeurs, que ces valeurs correspondent aux valeurs de l'organisation, que ces principes correspondent aux principes de l'organisation, qu'il va bien s'intégrer à notre équipe, qu'il correspond bien au rôle que nous recherchons. C'est l'occasion de le faire, qu'il possède les qualités requises pour le poste, le niveau d'engagement et d'intérêt requis, et qu'il pourra facilement s'intégrer au sein de l'équipe qui est déjà construite ou qui est en construction. Vous disposez d'études de cas, de questions à choix multiples et de questions ouvertes. En général, pour tout critère que vous voulez identifier, posez 3 questions à la personne pour un même critère, mais posez cette question de façon différente. Vous pouvez faire un QCM, vous pouvez faire une question ouverte, vous pouvez faire une étude de cas. Ça vous permet, ces 3 questions vont vous permettre déjà de vous assurer que la personne va vous dire la vérité, mais aussi d'analyser son système de pensée. Donc, poser des questions et analyser la personnalité de la personne pour vous assurer que cette personne-là, c'est la personne que vous recherchez. Parce que les CV et les tests techniques vous ont déjà dit qu'elle a les compétences que vous recherchez. Donc, ne bâclez et ne négligez aucune de ces étapes. Une fois que nous avons fini le comment vérifier la compatibilité du candidat, que vous avez fait passer toutes ces choses-là et que vous vous êtes assuré que la personne correspond à ce que vous recherchez, vous pouvez maintenant avancer. Et avant d'avancer, je vais lire une question de Mélanie. Même si beaucoup de candidats mettent les noms et contacts de leurs amis dans les références. Parfois, ces personnes ne donnent pas les références exactes, pas trop TSA. N'avons-nous pas le droit de contacter son précédent employeur en cas de doute? Non, on n'a pas le droit de contacter son précédent employeur si la personne ne nous a pas donné le droit de le faire. Donc, si vous êtes dans le doute que la personne vous ait donné les bonnes références, demandez-lui l'autorisation de contacter son ancien employeur vous-même. Dites-lui que pour les
besoin de votre processus de recrutement, vous avez besoin de contacter le service RH de l'organisation au sein de laquelle il a travaillé. Et s'il vous donne son OK, lorsque vous allez contacter le service RH, vous pourrez demander le contact de, vous pourrez leur demander des références en précisant que vous aimeriez avoir également des références techniques du manager de cette personne-là, lorsque cette personne-là travaillait chez eux à l'époque. Ça, c'est la bonne procédure. Si vous allez à l'autre organisation sans lui avoir demandé, en fait, vous êtes en dehors de la loi, en fait, et la personne peut vous poursuivre si elle est informée que vous avez contacté le service RH sans son accord. Déjà, normalement, avant de contacter même les références que la personne vous a confiées, vous devez lui écrire ou l'appeler pour lui dire « Maintenant, nous allons contacter telle personne que vous nous avez autorisé à contacter. Est-ce que vous êtes bien d'accord pour que nous les contactions? » Ça, c'est la bonne procédure. Est-ce que ça te va, Mélanie? Allô? Je suis partiellement d'accord, mais bon, je vais revenir là-dessus. Je suis partiellement d'accord. Pourquoi partiellement? Parce que il y a des cas où vraiment, lorsqu'un employé part, si c'est une démission ou un licenciement, le précédent employeur aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il a quitté l'organisation. Surtout pour la PSA, des pratiques où on dit zéro tolérance. Mais si tu sais que quelqu'un a fait une PSA dans une structure et que tu le recrutes, ça veut dire que tu continues, tu perpétues cette activité-là. Tu encourages l'activité. Donc, généralement... Comment? Oui, continue. Généralement, il est conseillé, en fait, je croyais qu'il était conseillé de vérifier auprès de la structure, demander à la structure pourquoi est-ce que le salarié est parti. Qu'on donne au moins le motif. OK. Maintenant, est-ce que tu sais que cette structure-là n'a pas le droit de te dire pourquoi cette personne-là est partie si cette personne-là n'a pas donné l'autorisation à la structure de donner des informations le concernant? Ça, je ne savais pas, hein, parce que la pratique... C'est pour ça que le candidat doit te donner l'autorisation, doit te fournir des références. Et donc, si tu trouves que ces références ne sont pas satisfaisantes, tu lui demandes l'autorisation de contacter son ancien employeur, le service RH de l'organisation où elle a travaillé en dernier, que tu essaies de contacter. Là, ça te donne le droit de contacter cette organisation et ça donne l'autorisation à cette organisation-là de fournir toutes les informations que tu vas demander. D'accord. Sinon, ce n'est pas recevable. Est-ce que je pourrais plus avoir ce texte-là, cet article de loi-là, pour nous aider un peu, si plus tard, je peux avoir ça intéressant. Ce n'est pas un article du Code du travail, en fait, ça concerne plutôt la protection des données. Ah, ok. Parce que la réalité, c'est autre chose. Hein. La pratique que nous avons, excuse-moi le mot, la pratique que nous avons ici, c'est pas ça. Un employeur va chez l'autre employeur demander pourquoi, prendre des informations pour recruter. On le fait, je suis bien d'accord, on le fait, mais on ne devrait pas, en fait. On ne devrait pas. Ok. Là, ça va, ça marche. C'est clair. D'accord. Allô, oui, Frédéric, tu as la main. Ah non, ça va. C'est le sujet que tu abordais là, en fait, m'intéressait. Donc, voilà, je t'ai écouté également et c'est très souvent des choses qui reviennent pendant les entretiens. Quand on demande toujours pourquoi est-ce que tu es parti la dernière fois. Moi, j'ai une cliente dernièrement qui m'a posé justement ce problème. Elle m'a dit que limite, ça a failli virer à quelque chose. La fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, voilà, elle ne se sentait plus bien, ses valeurs n'allaient plus en droite ligne avec l'entreprise et au-delà de ça, voilà, côté management, elle n'était plus très confortable. Donc, du coup, elle est partie. Et même, en fait, de façon personnelle, moi, j'ai une directrice des ressources humaines qui m'a dit hier qu'ils ont fait un sondage là-bas. Après, je n'ai pas les chiffres. Je vais lui demander un peu si elle peut me les partager pour que je partage avec vous. À 90%, ce qui est ressorti, c'est que le management est toxique. Les collaborateurs ne se sentent pas à l'aise dans l'entreprise de façon générale.
Ce qui fait que lors d'un entretien, moi, je trouve peu intéressant de poser ce genre de questions aux gens, en toute sincérité. C'est vrai qu'on veut toujours vérifier, mais c'est le feeling de la personne. Il te donne des informations, ok, tu vérifies, mais je ne sais pas si c'est intéressant de pousser ou de comprendre les réalités. Parce qu'elle, à la fin, elle m'a dit qu'en fait, son manager la harcelait. Et si son manager la harcèle, elle ne peut pas partager ce genre d'informations à une autre entreprise. Parce que, un, ça la met dans une position, elle, inconfortable, entre le marteau et l'enclume. Et même si ce monsieur est plus ou moins connu et qu'il est connu peut-être ailleurs et tout, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est des choses qu'on vit dans l'entreprise. Donc, moi, je pense que dans l'environnement, si la dame qui parlait tout à l'heure là est au Cameroun et tout, c'est des questions qu'il faut peut-être à un moment donné ne plus poser ou peut-être ne pas chercher à mettre derrière un critère d'évaluation pour recruter un candidat. Parce qu'on sait comment les choses se passent au Cameroun spécifiquement et même en Afrique. Il ne faut pas conditionner juste sur le Cameroun. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter. Et pas seulement en Afrique, partout dans le monde du travail, il y a plein de choses qui voilà. Il y a des choses comme ça. Donc, du coup, il y a des questions que moi, je n'aime pas très souvent aborder ou que je n'aime pas poser si j'ai envie de recruter quelqu'un. Je pars sur la base des informations qu'il me donne et on avance. Il y a aussi la question de, voilà, combien est-ce que vous gagnez dans leur entreprise? C'est une question qui revient très souvent. Pour moi, c'est aussi un peu des foutaises. Excusez-moi le terme, mais c'est un peu des foutaises parce que tu es là, tu as un budget, tu proposes ton budget. Maintenant, tu ne vas pas commencer à chercher à demander à la personne combien gagner pour le sous-payer. Ça encore, c'est quelqu'un qui va dire ça ce matin, justement. Parce qu'elle elle s'est renseignée sur l'entreprise, elle a demandé un salaire et après, ils ont dit non, mais si, ça et tout. Donc, c'est des questions aussi à un moment donné qu'il faut qu'on abordisse. Je pense que les processus de recrutement, franchement, en Afrique, je ne mets pas un accent sur le Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, doivent vraiment évoluer. Vous avez un budget pour le proposer. Le candidat vous dit, OK, moi, voilà, voici ce que je veux. N'allez pas faire du sourcing pour demander combien gagner. Si dit que quelqu'un gagne 1 million et que vous ne pouvez pas le payer, mais que c'est le profil idéal, qui paie à la fin? C'est l'entreprise. Excuse-moi, ce n'est pas forcément le candidat, hein, parce que c'est un talent. C'est partant du principe que, voilà, il maîtrise ses valeurs, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter pour ne pas être très long. Merci, Esti, pour ton commentaire. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, merci, Frédéric. Vraiment, sur le salaire, on doit changer les questions. En fait, moi, sur la question du salaire, je ne pense, demander à quelqu'un combien il gagne dans son poste ou son précédent poste, ça n'a aucun sens. Par contre, demander à quelqu'un combien il attend ou quelles sont ses expectations salariales pour le poste en question. Je pense que c'est pertinent parce que ça vous permet de savoir si vous êtes dans les clous ou pas, si ce que vous voulez proposer ou non. Donc, à défaut, vous pouvez lui annoncer le salaire que vous proposez et lui demander si ça lui convient. Sinon, vous pouvez aussi lui demander ce que lui, il espère. Et en fonction de ce qu'il espère, ça vous permet de savoir si oui ou non, vous êtes en deçà ou au-delà et ça vous permet de savoir si vous allez le combler ou s'il va devoir faire un effort pour accepter de venir chez vous. Michel a demandé, est-ce que tu te CV, oui. Hello Marie-Claire, excuse-moi, j'ai levé la main, mais oui, je ne sais pas si tu m'as donné la parole. J'avais pas, j'ai déconnecté tout à l'heure. En fait, je voulais revenir sur les questions de référent salaire. Je pense qu'il faut faire très, très, très attention. Très attention, vu que là, on est avec des managers qui n'ont pas forcément la formation RH, comme certains l'ont dit. Et même en tant que recruteur, il faut vraiment faire attention. Peut-être qu'il y a des innovations que nous, on souhaite, que nous, on veut. Mais il ne faut pas généraliser. Même dans le coaching avec les candidats, il faut faire très attention. Jusqu'à présent, la question... Allô? Allô? Allô, Loïc? Allô? Oui, Loïc. Oh, je ne sais pas où ça a coupé, mais je disais allô? Allô? Oui, allô, on t'entend maintenant. Oui, on t'entend maintenant. D'accord. Voilà, je disais qu'il faut faire attention en tant que recruteur, en tant que manager,
à ne pas donner une position assez ferme. Il faut rester flexible le temps que les choses ou bien ce qui doit être fait soit fait. La question sur les références, la plupart du temps, quand les recruteurs les posent aux candidats, c'est un peu pour savoir quel type de personnalité la personne a, dans quel type d'environnement est-ce qu'elle souhaite évoluer. Et puis, par derrière, analyser, est-ce que ce type d'environnement, nous, on l'offre aux candidats? Si on ne l'offre pas, on se dit, bon, voici certaines corrections ou bien certains aménagements qu'il faut mettre en place peut-être au cas où on se dit, la personne, c'est le profil qu'on veut. Et après, même dans la recherche, dans le contrôle des références, je ne sais pas qui l'a souligné tout à l'heure, il y a des postes spécifiques. On ne recrute pas tout le monde à des postes spécifiques. Il faut que l'entreprise quand même se rassure que la personne qu'elle est en train de recruter est une personne qui a une bonne moralité et même les tests de personnalité. Aujourd'hui, quelqu'un peut répondre à un test de personnalité, avoir un résultat qui sera différent demain parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Peut-être le stress, peut-être la personne a eu des soucis dans la même journée. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, le contrôle des références permet de creuser en fait ces informations-là ou bien ces impressions qu'on a eues en entretien. Et comme moi j'aime bien le dire, si j'ai un retour négatif des contrôles de référence, je recontacte le candidat et j'échange encore avec lui. Après, le pressentiment final de tout le comité sera validé et on prendra la personne. Mais sur certains postes, il ne faut vraiment pas prendre de risques. Moi, j'ai un exemple en la matière où sur un candidat, nous, RH, on était un peu sceptiques. La direction, les managers, ils étaient partants et tout. On a fait quelques recherches, on a appris comme ça entre confrères, hein, parce que ça, comme tu l'as dit, ce que quelqu'un a fait dans une entreprise, on ne doit pas le dire parce que ce sont des données à caractère personnel. Mais entre nous, RH, on se partage souvent des informations. Dire, fais attention à telle personne, il y a eu telle chose qui s'est passée quand il était ici et tout. Bon, au final, ce genre d'informations, on ne peut pas les communiquer. Quand le collaborateur a été recruté, mais on a eu le même problème. Et puis, il y a des secteurs d'activité. Dans le domaine bancaire surtout, on fait vraiment attention. On fait des recherches sur les candidats, sur certains profils spécifiques. Donc, dire qu'il faut peut-être annuler ou bien ne pas poser ces questions, moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pense qu'en fonction de chaque secteur et de chaque spécificité de poste, il faut faire des analyses et puis ensuite décider des questions qui seront posées. Et comme tu l'as très bien dit, en fonction du type de profil que vous voulez, de ce que vous attendez de la personne, vous savez quel type de questions vous devez poser. Mais aussi, je voulais ajouter par rapport au salaire. Moi, je dis, et je pense même que j'ai fait un podcast dessus, où j'ai dit, une entreprise vous contacte, elle vous demande votre salaire actuel. Il y a plusieurs analyses à faire. Est-ce que le poste correspond à mon projet professionnel? Est-ce que l'entreprise m'intéresse? Est-ce que dans cette entreprise-là, je pense que je peux m'épanouir? Est-ce que les recherches que j'ai faites sur l'entreprise font que j'ai envie d'intégrer l'entreprise? OK, si oui, je ne perds rien à communiquer mon salaire. Je dis ce que je gagne et je vous dis ce que je veux. Si vous pouvez, vous me faites la proposition, je vous rejoins. Si vous ne pouvez pas, OK, on se laisse. Mais au moins, je sais que je n'aurai pas perdu de chance. Il y a plusieurs candidats qui sont restés braqués sur le fait que je ne dois pas donner mon salaire actuel, qui ont perdu de très belles opportunités. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des entreprises qui n'ont aucun problème à tripler votre salaire et à vous recruter. Donc, quel est le blocage à dire le net que vous avez actuellement? Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire très, très attention dans le conseil, les recommandations qu'on donne aux candidats, aux recruteurs, aux managers qui n'ont pas la formation RH. Il y a plusieurs analyses à faire derrière chaque question qu'on pose en entretien ou bien derrière chaque élément qu'on demande à un candidat avant de prendre des décisions. Voilà. Et ça, que ce soit en Afrique ou bien dans le monde, franchement, il faut vraiment faire attention, quoi. Voilà. C'est mon avis personnel aussi. Merci Marie-Claire. Pour le partage. En effet, et ça aussi, ça dépend des pratiques de chaque organisation. Hein. Mais pour ce qui concerne la question du salaire, c'est vrai que ce n'est pas une question du tout que j'ai prévu d'aborder.
Si je suis quelque peu d'accord avec Frédéric sur la question de ne pas vraiment poser ce type de questions au candidat, mais plutôt lui demander quelles sont ses prétentions salariales, c'est parce que j'ai vu beaucoup d'entreprises, en fait, qui te proposent, qui te demandent combien tu gagnes parce qu'ils ont déjà confirmé le poste et tout. Ils n'ont pas de grille salariale au sein de leur organisation ou ils ont une grille salariale qu'ils peuvent réadapter comme ils veulent ajouter des primes ou pas. Ils te demandent combien tu gagnes actuellement parce qu'ils t'ont déjà proposé le poste, tu as déjà accepté. Là, ils doivent te faire la proposition financière. En fonction du montant que tu donnes, ils voient s'ils peuvent ajouter ou pas. Et j'ai des amis, en fait, qui se sont retrouvés dans des organisations où ils gagnent moins que les autres personnes avec qui ils sont sur le même niveau de responsabilité, tout simplement parce que le salaire qu'ils gagnaient avant d'arriver au sein de l'organisation et qu'ils avaient communiqué était bas. Et donc, ça a défini en fait le salaire que l'organisation leur a proposé avec les primes qu'on leur a données, alors que d'autres gagnaient une fois et demie, 2 fois plus tôt. C'est pour ça que moi, je trouve que cette pratique peut être limite. Il peut être plus judicieux de demander à la personne quelles sont ses attentes salariales. C'est tout. Mélanie, tu as la main levée. Est-ce que tu voulais prendre la parole ou c'était fini? OK. Léna, tu peux prendre la parole. Bonjour, bonjour Marie-Claire, bonjour tout le monde, tu m'entends bien? Bonjour, oui, on t'entend bien. Ah, super. Je voulais intervenir par rapport à ce que je viens d'entendre. Effectivement, le premier point, moi, je te rejoins par rapport au fait de demander le salaire. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chasseuse de tête spécialisée dans l'IT, donc je recrute aussi des profils variés dans l'IT. Et effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Je trouve que ça n'a pas de sens, en tout cas de mon point de vue, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, alors, ce que tu as dit, effectivement, c'est vrai. Et il y a aussi le fait que certaines personnes sont en poste, par exemple, depuis 10 ans, n'ont pas eu de hausse de salaire, donc ont un salaire qui ne représente pas la réalité du marché. Et quand on va leur demander combien ils gagnent, eh bien, du coup, ils vont se baser sur leur salaire à eux, au lieu de se baser sur la réalité du marché. Et ils vont effectivement se retrouver en poste, ensuite frustrés en parlant avec leurs collègues, en se rendant compte que l'entreprise a pu profiter de cette occasion pour démarrer avec un salaire très bas. Moi, le deuxième point aussi avec lequel j'étais en désaccord avec Loïs et je voulais l'aborder, c'est par rapport à la prise de référence. Je sais que ça rassure beaucoup de clients, de recruteurs, en tout cas d'employeurs, de faire cette prise de référence. Mais il faut rappeler, en tout cas pour la France, parce que moi, je travaille en France et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Peut-être que tu me diras, Marie-Claire, mais par rapport à la prise de référence, c'est le candidat qui doit donner donc ses références. C'est-à-dire, il faut son accord absolument pour faire cette prise de référence. Après, je rejoins Loïs dans le fait qu'effectivement, ça parle. Souvent, c'est un petit milieu, donc on a accès à des informations qu'on ne divulgue pas et peut-être auxquelles on ne devrait pas avoir accès, mais en tout cas, le candidat donne ses références et s'il n'est pas stupide, excusez-moi du terme, il donne quand même des références qui vont dire normalement des choses positives. Donc, a priori, c'est quand même assez rare, en tout cas moi dans mon expérience de recrutement, c'est quand même extrêmement rare que je sois tombée sur des gens qui m'aient dit des choses négatives sur la personne. En général, on choisit ses références et on prend quand même des gens qui vont nous mettre à notre avantage ou qui vont dire des choses plutôt encourageantes. Et de deux, le deuxième point que je voulais dire par rapport au point qu'a soulevé Loïs, qui était intéressant, au fait qu'on a accès à des informations, c'est vrai qu'il arrive que d'autres RH nous disent non, mais ce candidat, ça s'est mal passé avec lui, il y a eu des conflits, par exemple, relationnels, etc. Et je trouve ça assez dangereux de se baser sur ça, parce qu'une personne qui a été dans un contexte particulier, avec peut-être un environnement toxique, on ne sait pas, on n'a pas tous les éléments en main.
Je trouve ça assez dangereux du coup, parce que moi, j'ai pu le remarquer chez certains clients qui ont entendu des choses sur des candidats et qui se sont dit « Ah non, 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 bah lui, on a eu des retours très négatifs, ça s'est mal passé avec son ancien manager, on ne va pas le prendre. » Sauf qu'on n'a pas, on a toujours une version de chaque histoire et on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Est-ce que, moi, je trouve ça dommage, voilà, de bannir un candidat sans savoir exactement s'il était en tort, s'il n'a pas, par exemple, subi du harcèlement, ce qui est quand même assez courant, etc. Après, je ne dis pas que tous les managers sont mauvais. Je dis juste qu'il faut quand même se faire sa propre idée et c'est la raison pour laquelle les tests de personnalité et les différents échanges, les entretiens, etc. sont là. Et là où je rejoins Loïs qui a parfaitement raison sur le fait que les tests de personnalité, effectivement, selon la qualité des tests, ils peuvent varier, enfin la réponse peut varier selon l'état physiologique de la personne, si elle est fatiguée, si elle est déprimée à ce moment-là, etc. Et effectivement, ce qui est très important, et Loïs l'a dit, je la rejoins là-dessus, il faut un professionnel formé parce que je vois que beaucoup d'entreprises font des tests de personnalité et ne débriefent pas. Et il faut être formé. En tout cas, moi, par exemple, c'est mon cas. Quand je fais des tests de personnalité, j'échange ensuite entre 45 minutes et 1h30 avec le candidat. On analyse les réponses ensemble. Je lui laisse l'opportunité de les nuancer ou de les expliquer parce que des résultats bruts, ça ne veut rien dire, hors contexte. Voilà, c'est tout ce que je voulais rappeler. Je ne veux pas monopoliser la parole. Et puis, bravo Marie-Claire, parce que ce sujet du recrutement, il est super intéressant. Donc, merci de l'aborder. Merci beaucoup. En effet, pour moi, en fait, ça fait pas sens de faire vraiment passer des tests de personnalité à une personne hors contexte. Par contre, dans le cadre d'une conversation, ça rentre et tu peux demander à la personne, tu peux creuser encore plus. Moi, je fais souvent passer des tests de personnalité aux gens pendant un entretien. En fait, je lui dis qu'on va faire et puis je lui pose des questions. Il donne une réponse, je lui demande de développer, je pose des questions pour comprendre mieux en fait sa réponse parce que je sais que c'est souvent assez carré aussi. Donc, c'est vraiment à nuancer et c'est évolutif parce que les êtres humains changent également. Merci beaucoup, Léna, pour ta contribution. Nous allons d'abord avancer. Je vais revenir sur les questions ensuite. Non. Il nous reste 2 parties à couvrir. La troisième question à se poser, comme on l'a dit, c'est comment créer des collaborateurs engagés par votre expérience candidat. L'étude que nous avons vue au début, en fait, révèle également que 2 candidats ou 2 employés sur 3, 66%, reconnaissent avoir accepté un emploi qui ne leur correspondait pas. 37% disent que le poste ne leur correspondait pas parce qu'il était différent de ce qui était requis dans l'offre et lors des entretiens. 33% parce que les attentes autour du poste n'étaient pas claires. Et 50% parmi ces candidats ont démissionné dans les 6 mois qui ont suivi et 37% ont décliné l'offre d'embauche qu'on leur a faite. Donc, c'est encore pour montrer à quel point, en fait, un mauvais recrutement peut être coûteux à l'organisation, mais aussi comment le fait de ne pas avoir bien décrit ce que nous recherchons et que nous n'avons pas été clairs, en fait, avec les valeurs de l'organisation, la culture d'entreprise et tout le reste peut nous coûter lors des recrutements. Donc, lorsqu'elle est bien faite, notre offre d'emploi, en fait, elle suscite l'intérêt de la personne, des candidats, de la personne à qui elle est destinée et qui va la lire jusqu'au bout et non la survoler comme on fait souvent et qui va se renseigner en fait sur notre organisation pour en savoir plus. Et donc, pour créer des collaborateurs engagés par notre expérience candidat, nous allons nous
assurer, en fait, de faire un certain marketing de l'image de marque de l'organisation. Ça peut être en ligne, par une présence en ligne sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux. Ça peut être, si nous n'avons pas, de décrire l'organisation au mieux dans l'autre avec les valeurs, les principes organisationnels. Si, lors des entretiens, le manager peut également se présenter et avoir une conversation honnête avec les candidats, c'est une très bonne chose. Il est essentiel de se montrer honnête. Si nous avons dit dans notre offre que nous recherchons un certain type de valeur, que nous promouvons un certain type de valeur, et que c'est quelque chose qui n'est pas encore, que nous n'incarnons pas encore au sein de notre organisation, il faut bien faire comprendre aux candidats que ce sont des valeurs que nous promouvons, que nous voulons incarner au sein de notre organisation et que nous comptons sur ces personnes-là, en fait, pour nous aider à mieux les incarner au quotidien. Parce que, comme je le dis souvent, une organisation, c'est une personne morale. Ce sont les personnes qui travaillent au sein de l'organisation qui font en sorte que les valeurs, les principes qu'elle veut incarner le soient effectivement. Donc, on se doit d'être honnête. On se doit d'être honnête sur les responsabilités du poste, sur les difficultés éventuelles qu'il y a sur le poste, les challenges et autres. On se doit, lors de nos entretiens, avec les candidats, d'avoir une attitude formatrice. Ça veut dire une personne ne va pas venir en entretien, elle finit les entretiens, elle s'en va, elle ne sait pas si les réponses qu'elle a données sont justes ou si elles sont fausses. Moi, je pense que c'est une vraie perte de temps. Quand une personne vient en entretien, vous lui posez une question, elle répond à votre question, vous lui dites si la réponse est exacte ou pas. Si elle n'est pas exacte, vous lui donnez la bonne réponse. Quand la personne part de l'entretien, non seulement elle aurait appris, mais en plus, elle saurait déjà si oui ou non elle est dans les clous et elle ne va jamais oublier cet entretien qu'elle a eu avec vous parce que ça a été une expérience de formation pour elle. Elle n'est pas rentrée comme elle est venue. Donc, au-delà de ça, ce ne sont pas des interrogatoires, ce sont des conversations. Donnons la parole au candidat et non seulement à la fin de l'entretien pour lui demander s'il a quelque chose à ajouter, s'il a quelque chose à dire, une question à poser. Ce sont des conversations. Et il ne suffit pas seulement de dire au candidat que c'est une conversation. Il faut vraiment le mettre dans une disposition qui fait en sorte que ce soit réellement une conversation et non un interrogatoire. Donc, toujours pour améliorer notre expérience candidat, tous les candidats qui ont postulé à votre offre doivent recevoir une réponse de votre part en reconnaissance de l'intérêt et du temps investi dans le processus de candidature. Donc, prenez le temps, si c'est un système informatisé, de faire une réponse automatique qu'ils vont recevoir après avoir soumis leur CV et qui leur dit que s'ils ne sont pas contactés après qu'ils leur remercie et qui leur dit que s'ils ne sont pas contactés après un certain temps, ça veut dire que leur candidature n'a pas été retenue. Et toutes les personnes que vous aurez contactées pour la suite de la procédure, test écrit, entretien et autres, vous devez de les contacter ensuite pour leur dire s'ils ont été retenus pour la suite du processus ou pas. Et s'ils vous demandent pourquoi ils n'ont pas été retenus, vous devez pouvoir leur expliquer pourquoi en toute transparence. Donc, l'idée, c'est vraiment que aussi que les candidats vivent une expérience en participant à un processus de recrutement avec vous et que déjà, pendant le processus de recrutement, la manière dont vous les traitez leur donne envie de venir travailler avec vous. Donc, montrez juste de l'intérêt et de la bienveillance. Ça, ce sera déjà un très bon début, en fait, pour le processus au cours duquel vos candidats vont rentrer en contact avec vous. Quatrième point, comment soigner l'intégration de votre nouvelle recrue? Il est essentiel lorsque nous
nous décidons de recruter une personne, de penser à l'environnement au sein duquel la personne va travailler. Beaucoup trop de fois, les gens arrivent au sein de l'organisation, ils n'ont pas d'endroit où s'asseoir. Ils n'ont pas d'ordinateur avec lequel travailler alors qu'ils sont censés travailler avec un ordinateur. Et tout simplement parce que le manager a oublié de faire l'état des besoins et d'envoyer au service qui doit fournir le matériel nécessaire. Pensez l'environnement de travail de votre collaborateur et construisez-le avant qu'il n'arrive au sein de l'organisation. Pensez la prise de poste de votre collaborateur et apprêtez son planning d'intégration avant son arrivée. Souvent, on laisse les RH s'occuper de ça, mais en fait, ce n'est pas les RH qui doivent s'occuper de l'intégration de vos salariés. Vous êtes responsable, vous êtes le premier responsable de l'intégration de vos collaborateurs au sein de l'organisation. C'est vous qui savez le mieux quelles sont les personnes que cette personne doit rencontrer pour avoir les meilleures informations, les informations les plus pertinentes pour comprendre son poste et l'organisation dès les premiers jours. Donc, c'est à vous de contacter ces personnes-là pour leur demander, quand ils auront du temps à accorder à cette personne-là, d'établir un planning et de le confier au RH pour que les RH, si vous en avez au sein de votre organisation, le consolide et le diffuse à l'ensemble de l'organisation. Vous devez également définir en avance les objectifs d'entrée et la fiche de poste de votre collaborateur. Ce n'est pas quand la personne arrive que vous allez commencer à réfléchir à ce que la personne va faire. Préparer son accueil, annoncer qu'il va arriver. C'est vrai que les RH sont là pour le faire aussi, mais si vous n'en avez pas, et même s'ils sont là, annoncez que la personne arrive. Vous pouvez faire quelque chose de gentil pour cette personne également. Vous pouvez prendre une feuille de papier et la faire circuler dans tous les bureaux pour que chacun écrive une note de bienvenue et la signe. Vous la filmez, vous la scannez, vous l'envoyez au candidat pour lui souhaiter bienvenue. On envoie un message avec ce candidat en copie pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l'organisation. Ce sont des choses qui font extrêmement plaisir aux gens et qui voient qu'on a de l'intérêt et qu'on a la force de l'importance à leur venue au sein de notre organisation. Assurez-vous d'inclure le nouveau salarié en fait dans les activités de l'organisation dès le premier jour. Et s'il vous plaît, ne commencez pas à demander à la personne dès qu'elle arrive à lui donner des objectifs à atteindre à lui demander ce qu'elle pense de X ou Y chose, quelle impression de X ou Y personne, à lui demander des comptes rendus sur X ou Y chose. Il y a trop de managers qui font ça et c'est exercer du stress inutile sur la personne qui vient d'arriver. Ça ne sert pas votre organisation et ça ne sert pas la personne qui vient d'arriver. Normalement, la période d'essai, c'est pour s'intégrer. La période d'essai, c'est pour comprendre comment l'organisation fonctionne. La période d'essai, c'est pour s'adapter aux outils organisationnels, c'est pour comprendre les outils organisationnels, ses modes de fonctionnement, prendre le pouls de l'organisation, commencer à aborder le plan d'action d'entrée qu'on nous a confié. C'est à ça, normalement, que sert la période d'essai. Pendant la période d'essai, normalement, on ne devrait pas demander à un collaborateur de réels objectifs de performance. Ça, c'est pousser l'idée dès le départ. C'est demander à une personne d'arriver quelque part et de faire des choses alors qu'il n'a pas encore compris l'environnement dans lequel il va devoir faire ces choses-là. Faites des checkpoints réguliers. N'attendez pas la fin de la période d'essai pour faire votre entretien de fin de période d'essai. Faites des checkpoints réguliers par semaine ou par mois. Prenez le temps d'échanger avec la personne pour vous prendre le pouls, son ressenti, comment elle s'intègre, comment elle se sent au sein de l'équipe, qu'est-ce qu'elle pense des procédures qu'elle a déjà eu à lire et ainsi de suite. Ça permet à la personne de savoir que vous ne l'avez pas fait, vous l'avez jeté dans le bain sans suivi. L'entretien de fin de période d'essai, c'est très important. Il y a énormément de managers qui l'oublient et les zappent totalement
Et puis, quelques jours après que ce soit passé, cours au service RH et vous disent que non, en fait, ce collaborateur-là, il ne répond pas à mes expectations. Est-ce qu'on peut recommencer le processus de recrutement? Et le RH se dit, en fait, la période d'essai est finie, donc c'est obligé de le garder jusqu'à la fin de son contrat. Et ça laisse souvent un rôle. Mais bon, c'est comme ça. Donc, prenez le temps de vous asseoir, même 2 semaines avant la fin de période d'essai, et de faire un réel entretien formalisé pour savoir comment s'est passée la période d'essai et si oui ou non vous souhaitez continuer la collaboration. Ne supposez pas que le candidat a envie de continuer, parce que j'ai déjà vu des candidats qui refusent de continuer après la fin de la période d'essai. Ne supposez pas qu'il veut continuer. Posez-lui la question. Posez-lui la question de façon directe. Et quelle que soit la réponse qu'il vous donne, demandez-lui de la justifier. Parce que ça va vous dire si oui ou non la personne est satisfaite de travailler chez vous ou pas, si elle souhaite continuer. Ça va vous dire aussi pourquoi elle souhaite continuer. Même si la personne ne vous donne pas une réponse exacte, à sa façon de vous donner la réponse, vous saurez quand même si oui ou non, vous pouvez donner du crédit à la réponse qu'il vous a donnée. Donc, faites ça, ce serait très important. Donc, c'est en quelque sorte ce que j'ai prévu de partager avec vous sur la question du recrutement. Dans un contexte de chômage très élevé, comme nous le vivons, notamment ici au Cameroun, les employeurs et les managers tendent bien souvent à penser que le fait d'embaucher un collaborateur, c'est lui rendre service. Et on oublie presque que c'est une transaction qui est censée être gagnant-gagnant. Sans les collaborateurs, en fait, notre vision, notre stratégie reste juste un rêve éveillé. Donc, c'est important, en fait, pour nous, essentiel, que nos ressources humaines perçoivent dès l'embauche quelles sont la valeur la plus importante, en fait, de notre organisation. Puis, pour qu'en retour, en fait, elles puissent nous offrir leur valeur personnelle, celle à laquelle nous aspirons pour atteindre nos résultats et faire un retour sur nos investissements. Est-ce que vous avez des questions? Oui, parce que j'en ai dans le chat et j'ai la main de Mélanie qui est levée dessus. Donc, Mélanie, tu as la parole. Léna, tu as encore la main levée. Est-ce que c'est pour poser une question ou faire Non, Ah, c'est une erreur. Tu encore, c'est une erreur juste. D'accord. Donc, dans le chat, il y a, je crois, Michel qui a demandé, est-ce que si le CV n'a pas de référence, ça fait de ce dernier un mauvais dossier? Non. Si le CV n'a pas de référence et que l'organisation désire demander des références, une fois qu'on a fini le processus de validation du candidat et qu'on doit passer à la phase de prise de référence, on lui demande tout simplement de nous fournir des références. Ça ne fait pas de son dossier un mauvais dossier à rejeter, non. On lui demande juste de nous en fournir. Il y a des gens qui ne mettent pas de références dans leur CV et qui les fournissent juste au moment où ils savent qu'ils ont passé la phase de validation et que maintenant, il faut l'organisation a besoin d'avoir plus amples informations et ils les prennent. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que ça répond à ta question, Michel? Ok. Ok. Oui, tu peux intervenir, Frédéric. Nous avons, c'est vrai qu'on est déjà 15h30. Nous allons bientôt arrêter, mais tu peux intervenir. Frédéric? Ok, le micro. Il est encore là, Frédéric?
Merci, Mélanie. C'était un plaisir. D'accord. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, nous allons arrêter ce call aujourd'hui et nous retrouver dans 24 minutes pour échanger avec Delali sur réécrire votre histoire et celle de vos collaborateurs. Je vous assure que ce sera super intéressant parce que Delali est super pertinente. Donc, à tout à l'heure dans 23 minutes à 16h00.